j'appelle tout de suite nos conférenciers, nos intervenants, Patrice Fornalic et François Salazar, consultants spécialistes de l'agilité et auteurs de benchmark de pratiques agiles dans les organisations. Messieurs, c'est à vous. Merci. Voilà, oui, je prends un micro qui marche. Je sais pas si vous m'entendez bien. Okay. Bonjour, bon, merci à tous d'être là. L'idée de cette conférence, c'est d'aborder peut-être 4 points. Bon, le monde qui bouge, voilà, donc ça a été présenté, bien sûr. Vous êtes tous confrontés dans le tourisme à tout un tas de révolutions qui sont en marche, qui arrivent et qui viennent de l'extérieur. Et l'idée de la présentation, c'est peut-être de présenter l'agilité. Qu'est-ce que ça peut amener comme bénéfice, en tout cas quelles valeurs on pourrait en tirer, quels intérêts. On parlera aussi de ce que c'est, on essaiera de définir, parce que quand on va parler d'agilité aujourd'hui, on va parler d'agilité dans le sens du manifeste agile, donc pas de l'adjectif agile, effectivement, qui peut évoquer tout un tas de très belles choses, hein. Mais manifeste agile, quelque chose qui est fondé sur les avancées qu'on notera. Voilà, on abordera aussi comment on avance pas à pas. Voilà, hein, on ne se réveille pas un matin après avoir vu la vision magique. Voilà, mais c'est quelque chose qui va demander un travail et une certaine discipline aussi. On se présente rapidement. Je vais laisser Patrice se présenter. Bonjour, donc je suis Patrice Fornalic. Alors je ne suis pas conférencier, hein, mon travail à moi. Alors effectivement, on écrit un ouvrage à plusieurs, la commune, mais on n'était pas les seuls de ce point de vue-là. Mon objectif, c'est vraiment, et mon travail, c'est d'accompagner les entreprises, les organisations dans cette transition vers l'agilité. Donc c'est vraiment d'aider les gens en cheminant avec eux, à essayer de régler les différentes problématiques. On verra quelles peuvent être ces problématiques qu'on peut rencontrer sur un chemin quand on doit s'adapter tous les jours, que les choses changent assez rapidement. François ? Alors, de mon côté, j'ai été effectivement consultant à plein temps, formateur en agilité, et puis j'ai intégré une entreprise aujourd'hui où j'ai un poste de directeur opérationnel, mais bon, qui est un peu une sorte d'excuse pour être dans l'entreprise, sachant que mon vrai rôle, c'est de transformer la façon dont fonctionne cette entreprise, en utilisant les principes agiles. Voilà. Bon, j'ai aussi un peu de temps libre, voilà, pour faire un peu de conseils ou de discussion, de groupes de parole pour des dirigeants, voilà, qui sont en train de transformer ou qui souhaitent transformer leur entreprise. Ah oui, tu veux, voilà, Patrice, voilà, ouais, si tu veux nous raconter une histoire, peut-être qu'il veut. Du coup, peut-être je vais vous raconter juste une petite anecdote sur qu'est-ce que pourrait être l'agilité dans une organisation. Alors, volontairement, là, je ne vais pas prendre un exemple dans le domaine du tourisme. En fait, il s'avère que c'est une entreprise qui est dans le domaine du secteur automobile. Donc quelque chose a priori on va dire plutôt austère, moins festif, énormément normé, avec énormément de procédures, de choses comme ça, de contrôle. Et dans cette entreprise, il s'avère qu'on est un matin, il part un camion qui va livrer donc, des fournitures, des pièces automobiles pour des moteurs pour une grosse entreprise allemande. Et dans le milieu de la matinée, les gens qui travaillent sur la chaîne de production s'aperçoivent que potentiellement la chaîne avait peut-être un défaut. Donc ils commencent à s'inquiéter, ils se disent mais qu'est-ce qui a pu se passer, le camion vient de partir. Ils décident de leur propre chef en fait, d'arrêter la production qui est en cours, de prendre une voiture de service et de poursuivre entre guillemets le camion qui était parti en livraison. Ils essaient de joindre la personne, ils n'arrivent pas, etc. Et finalement, donc ils sont 4, ils arrivent à rejoindre le camion directement sur le parking, juste au moment où presque il allait livrer son prestigieux client. Et ils décident de faire un contrôle de qualité inopiné. Ils sortent, là, les cartons, ils ouvrent, ils regardent ce qu'il y a dedans. Et puis, côté client, les gens sont un peu étonnés de ce manège qui n'est pas habituel. Donc ça finit par faire descendre un responsable client qui vient, qui dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous faites ça, vous sortez tout là, puis il leur explique. Il leur dit ben voilà, on a un doute, on a préféré venir. Et alors finalement, ça donne quoi ce contrôle qualité? Non, en fait, il n'y a pas de problème. Vous avez fait 4 heures de voiture aller comme ça, vous êtes venu, votre patron le prend. Non, on a pris la voiture, on est venu, c'était normal. Quoi. Il remonte, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il dit, moi je ne veux plus travailler avec ces sous-traitants-là. Et petit à petit, comme ça, cette entreprise, qui est une entreprise Picard, eh ben, ça c'est un exemple, mais
parce qu'ils avaient cet état d'esprit-là, et ben, c'est eux qui avaient 60% du marché européen de la fourniture de tringlerie pour boîte de vitesse dans l'industrie automobile. Alors que c'est plutôt une petite PME, mais parce que ça c'est un exemple parmi tant d'autres de ce que pourrait être l'agilité. Alors du coup, pour revenir maintenant à ce que pourrait être une définition de l'agilité, c'est justement peut-être un peu ça, cette capacité, cette intelligence collective que peuvent avoir les individus, les groupes et les entreprises et qui vont faire que dans une situation, à un moment donné, qui est peut-être exceptionnelle, qui est peut-être complexe, eh ben, on va avoir la réaction la mieux adaptée. Et ça, dans un monde qui change en permanence, qui est tout le temps en train d'évoluer, où il faut s'adapter en permanence, c'est vraiment un critère de différenciation et potentiellement de succès. Donc l'agilité, c'est vrai qu'on en entend parler, c'est un mot, voilà, on entend à la télé, il suffit d'allumer la publicité, on parle d'agilité, être agile, voilà, il faut faire ses exercices pour être agile. Il faut savoir qu'au départ, quand même, c'est né dans l'informatique dans les années 90, et c'était vraiment pas quelque chose qui venait, comment dire, comme ça, qui était un buzzword, comme on dit maintenant, un mot pour juste se faire plaisir. C'était en fait une approche très pragmatique d'observation. Dans les années 90, début d'Internet, en informatique, se confrontent avant les autres, finalement, à un changement colossal qui est arrivé après dans toutes nos maisons. Et eux, ils ont été les premiers à devoir s'adapter, produire des logiciels de plus en plus compliqués, en masse. Avant, il y avait un programme qui faisait tout. Voilà, maintenant, on a des applications partout sur nos téléphones, etc. Donc, cette adaptation permanente, ils l'ont, entre guillemets, subie avant nous. Et ils ont remarqué de manière très pragmatique qu'il y avait certaines pratiques, certains états d'esprit, une philosophie qui fonctionnait mieux si on l'appliquait que d'autres. Donc on en est à 90-2017, plus de 27 ans de retour d'expérience sur ce qu'est l'agilité avec ce démarrage dans l'informatique et maintenant on en entend parler à peu près partout. Alors, peut-être que je vais vous décevoir un petit peu, vous n'allez pas repartir avec un kit tout prêt. On n'a pas les boîtes avec le kit pour être agile. Pour que vous puissiez amener ça dans vos entreprises. Pourquoi? Parce que plus que des méthodes proprement dites, il y a vraiment une notion d'état d'esprit, d'agilité qu'il faut arriver à acquérir et qui peut être des fois difficile à appréhender. Il y a une partie de bon sens, il y a des choses des fois qui peuvent être même contre-intuitives. Donc, et au moment où on le fait, si ça se faisait naturellement, on ferait déjà tous, on serait déjà tous agiles. Donc il y a des choses des fois qui sont un peu difficiles à envisager, s'adapter, parce qu'on préfère se recroqueviller, se protéger, etc. Donc, plus que des méthodes, on va essayer de communiquer un petit peu justement cet état d'esprit pour que vous puissiez repartir avec des interrogations, des pistes pour aller vers plus d'agilité. Parce que, au cas où finalement on n'est pas guidé, pas accompagné, donc nous, notre boulot c'est ça, c'est d'accompagner les entreprises, on pourrait avoir des fois des confusions. François, si tu veux. Oui, on peut se tromper. On parle de nouvelles technologies qui permettent d'échanger plus d'informations. Encore faut-il l'utiliser à bon escient. Donc, je propose une analyse rapide de la scène suivante. Alors, tendez l'oreille. Voilà, c'est assez fin dans le dialogue. Papa habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte ein Stück zur Seite. Was denn? Voilà. Outil technologique, très intéressant, très intéressant. Mais alors peut-être qu'on a un des premiers grands messages de l'agilité, c'est pas l'outil qui va créer l'intelligence. Un outil ne crée pas d'intelligence. D'accord? Un outil n'améliore pas la relation avec vos clients. D'accord? Et dans votre métier, j'imagine que la relation, la qualité de l'accueil, le sourire, d'accord, la prise en charge d'un problème qui n'est pas de votre faute, le client a oublié sa clé, c'est pas grave, c'est pas un problème. D'accord? Et les outils ne vont pas résoudre ça. Ne vont pas faire que les personnes vont passer un meilleur séjour. On va l'utiliser pour autre chose, les outils, on en reparlera peut-être au fur et à mesure. Mais voilà un des premiers messages, c'est que voilà, dans un monde où la technologie évolue, il va falloir être très attentif à ne pas tomber dans le piège d'utiliser un iPad comme une planche à découper. Alors, peut-être on va vous proposer, dans un premier temps, de faire un petit sondage. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, il faut...
Voilà. Alors, on vous propose une petite interaction. Tiens, comment on met un outil numérique au service de la relation? Ce qu'on vous propose, c'est de répondre à une question en vous connectant avec vos téléphones portables, vos mobiles. Alors, il y a du Wi-Fi disponible, mais voilà, si vous avez aussi 3G ou 4G, voilà, on vous propose de participer à ça et donc d'interagir avec nous. Et la question est simple, bon, qu'est-ce qui vous freine pour changer? Qu'est-ce qui, selon vous, imaginez que voilà, vous ayez envie de changer des choses, qu'est-ce qui peut vous freiner pour être agile avec, bon, peut-être le niveau de connaissance que vous avez sur l'agilité, on n'a encore pas présenté, mais voilà. Donc vous allez sur www.menti.com et on va vous demander un mot-clé. On va vous proposer un certain nombre voilà, vous allez avoir un certain nombre de propositions sur qu'est-ce qui vous freine pour changer. Le numéro qui est indiqué là, c'est donc le numéro unique de cette salle pour cet événement. Donc ça vous permet d'accéder au sondage. Donc c'est 67 46 25. Voilà. Bon, quand vous êtes connecté, vous pouvez commencer à répondre aux questions. Et ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce que tout le monde a noté le numéro? On le laisse encore? D'accord. Ouais, c'est ok. Ceux qui veulent se connecter, on peut se connecter? Non? Problème technique? C'est bon cette fois? Ça marche pas. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à accéder au questionnaire? Alors ceux qui ont déjà commencé à répondre. Hein. Voilà, vous regardez, on vous fait un certain nombre de propositions. Selon vous, qu'est-ce qui freine pour changer? Qu'est-ce qui serait dans le cadre d'une transformation agile envisagée pour vous, pour votre entreprise, votre famille, si vous n'avez pas d'entreprise, qu'est-ce qui vous gênerait le plus, selon vous? Voilà, donc vous voyez les chiffres évoluent en parallèle. Vous pouvez voter qu'une fois, vous ne pouvez pas vraiment influencer le vote. Mais voilà, bon, on commence à dégager il y a deux tendances qui se dégagent. Ok, personne ne se sent frustré, tout le monde a réussi à s'exprimer. Sauf problème technique. Après, on peut faire circuler un micro si on n'active pas et puis on sait qui va les mettre. Ok. Bon, il y a quand même deux tendances qui ont l'air de se dégager effectivement assez notablement. François? Oui, bon, un manque de connaissances et d'expérience d'agilité. Alors, en fait, on nous pose la question alors qu'on n'en a pas encore trop parlé, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu déjà des formations, des sensibilisations, mais qui croient savoir. En fait, il n'y a rien de pire que de croire savoir alors qu'on ne sait pas ou qu'on ne maîtrise pas. Donc effectivement, il y a ce problème qui va nous amener, je vais dire, sur des fausses routes pour imager. Vous notez aussi, là, collectivement, on voit la résistance au changement, qui est une tendance naturelle de l'humain. D'accord, si on ne résistait pas au changement, on serait certainement plus sur la planète. Mais qui, dans certains cas, va être trop pressante, trop présente, trop de résistance au changement, fait qu'on ne va pas pouvoir s'adapter. Du coup, si on ne s'adapte pas pendant un certain temps, qu'est-ce qui risque de nous arriver? Pardon, si on s'adapte au changement, on stagne. Si on ne s'adapte pas au changement, on stagne, on régresse dans le meilleur des cas. Sinon, un tricératops qui ne s'est pas adapté au changement, il a disparu. Okay. Donc effectivement, voilà, la résistance au changement qui est un dispositif naturel, nécessaire, j'allais dire, attention, il ne faut pas tenter d'éliminer la résistance au changement, mais qui, dans certains cas, va freiner. On a quoi d'autre qui se dégage? Les normes imposées aussi, c'est quelque chose qui revient souvent en amont, c'est qu'on se dit, voilà, non, mon environnement est trop contraint, j'ai pas de degré de liberté. Ou on a souvent aussi des salariés qui disent, non, mon manager il me demande d'être agile, mais dès que je prends l'initiative, il bloque.
D'accord? Donc, quelque part, on raconte que c'est la faute des autres, si on ne peut pas changer. Peut-être là-dessus, je dirais assez rapidement, l'agilité a été inventée pour s'adapter à des environnements complexes et contraints. Simplement, il va falloir réussir à un moment donné à arrêter de voir ce qui nous contraint et à essayer de trouver des espaces de liberté dans ces contraintes. Voilà. Bon, il y a un chiffre qui est monté aussi, hein, les normes imposées, 42%. Ah, bah, pendant que j'en parlais, alors, c'est ça, c'est monté. Ouais, effectivement, hein, c'est aussi voilà, une des problématiques, c'est voilà, quels sont les degrés de liberté que j'ai. Alors, il se trouve que cette question elle a été posée, et elle est posée régulièrement à un grand nombre d'entreprises à travers de leurs salariés, de leurs représentants. Et il y a bien sûr ce même discours qui est fait, c'est-à-dire en amont et en aval. Donc on regarde, avant d'avoir commencé une transformation, ce qu'on préfigure qui vont être des freins à l'agilité, et à la fin, ce qu'on a constaté réellement où on avait vraiment des difficultés. Et donc c'est... effectivement, sinon, donc voilà ce qui a été fait. Alors peut-être tu peux le commenter. C'est juste que je vais donner le chiffre un peu rébarbatif. Il y a plus de 20 000 employés qui ont été consultés, qui sont consultés, c'est la version 2016, qui sont consultés chaque année pour établir ce type de diagramme dans les transformations agiles. Et donc voilà, ce qui est intéressant là, c'est que vous aviez une vision de qu'est-ce qui allait vous freiner. Et là, on a plutôt le résultat de finalement, maintenant que vous avez réussi à entamer une transformation, maintenant que vous avez atteint un certain niveau, un certain degré de changement, finalement, rétrospectivement, qu'est-ce qui vous a gêné? C'était à une écrasante majorité la culture de l'organisation. Donc tout à l'heure, quand on disait l'agilité, attention, c'est pas un iPad, l'agilité, hein, l'iPad ne vous rend pas agile. Non. Voilà, prendre en compte que ce qui va freiner, c'est la façon dont l'organisation aujourd'hui est configurée, la façon dont l'organisation fonctionne et les éléments culturels. Culture de l'organisation, je sais pas. On parlait aussi d'état d'esprit, hein, c'est ça, voilà. C'est cette même notion. L'état d'esprit, voilà, on va tourner autour de ça. Le manque de connaissances et d'expérience en agilité, ben ouais, d'accord, les organisations, on va parfois constate que, ouais, on croyait savoir, on a essayé, mais finalement, il a fallu qu'on se documente beaucoup plus, qu'on expérimente et qu'on apprenne. Le poids de la hiérarchie, qui dans une transformation agile, on parlera de certains aspects, mais c'est vrai que la hiérarchie doit se transformer en agilité. Voilà, on arrive dans ce changement bien sûr. Et puis en fait, ce qui est assez étonnant assez souvent, c'est que finalement les normes imposées, rétrospectivement, n'ont pas été quelque chose d'aussi bloquant. C'est-à-dire qu'il y a eu l'apprentissage que c'est pas parce qu'on a des contraintes qu'on peut rien faire. Il existe des contraintes, mais en gros, on va trouver des espaces de liberté face aux contraintes, pour s'adapter aux contraintes. En l'occurrence, on trouve des entreprises de tout secteur qui se sont lancées dans ces transformations, y compris dans l'aérospatiale, y compris dans le militaire, donc des endroits où potentiellement ce poids des normes pourtant pourrait être encore plus lourd. Voilà, ce qu'il en reste à la fin, effectivement, finalement, c'était pas ça la plus grande des difficultés. Il y a quelqu'un qui a un étonnement sur ce résultat-là? Quelqu'un qui voudrait juste... Alors, est-ce que ça concerne les grosses entreprises? Alors, on pourrait se le dire, par contre, disons qu'il y a un phénomène très intéressant pour les petites entreprises. C'est que dans une entreprise de 10 salariés, chaque salarié est porteur de 10% de l'histoire et 10% de la culture et de 10% de l'état d'esprit. Et donc, c'est-à-dire qu'une personne, si on va dire, elle a un penchant très fort pour l'autorité et qu'elle est responsable d'un département, cette personne unique peut bloquer toute l'entreprise. Dans une entreprise de 20 000 personnes, en général, un individu, vous savez, il y a des effets de groupe et des effets de masse qui font qu'il peut y avoir un certain entraînement, mais qu'un individu, finalement, ne va pas pouvoir bloquer l'entraînement. Donc, c'est assez complexe. Hein. Il y a des grandes entreprises qui arrivent à bouger, des petites entreprises qui arrivent à bouger. Alors, on parle souvent des toutes petites entreprises. Hein. S'il y en a qui sont entrepreneurs en démarrage avec 3 ou 4 salariés, ou 3 ou 4 associés, bon là, on ne se pose pas de questions. Sur le poids de la hiérarchie, tout ça, non. En fonce, effectivement, on va avoir un état d'esprit très entrepreneur et on va se laisser... Disons que pour autant, sur cet aspect, on le verra aussi, peut-être déjà pour commencer juste après, c'est que l'état d'esprit, alors quand on parle d'organisation, c'est peut-être la façon d'appréhender le business, d'appréhender les problèmes, ou d'arriver à les voir comme des opportunités ou pas. Donc ça, c'est malheureusement, quelle que soit la taille de l'entreprise, on a des petites structures qui pour eux, c'est impossible. Justement parce qu'on va être en concurrence avec des très gros, par exemple.
Donc le très gros, oui, mais lui, il a des moyens, par exemple. Bon, mais ça, c'est quelque chose, si on essaye d'aller vers plus d'agilité, on va peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce que nous, on peut faire, indépendamment de la différence évidente de moyens entre le gros et le petit. Donc, comment on va accéder à cet état d'esprit? Si vous voulez bien, je vais vous proposer. François, tu voulais rajouter quelque chose sur cette partie-là? Non, c'est bon, si je rebondis peut-être juste sur mon concurrent, il est gros, il a des moyens. Ben, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai qu'il n'a pas? En fait, voilà, quand je disais tout à l'heure, il y a les contraintes, et souvent on voit les contraintes, mais il va falloir aussi apprendre à l'état d'esprit à voir quels sont nos énormes avantages. Voilà, donc je suis dans une entreprise où on est tout petit, on est 35, on empêche en concurrence des mastodontes, et on s'en sert de brise-glace. C'est-à-dire, en gros, il y a un gros bateau qui casse la glace devant, et nous on est sur un petit Zodiac derrière, on profite de la glace qui est posée. Alors, je vous propose juste un petit exercice. Alors, ça va peut-être nous remettre un petit peu en jambes. Donc, si vous voulez bien vous mettre debout, ça ne va pas durer longtemps. Alors, vous allez voir, les consignes sont très simples. Alors, essayez pour voir. Donc, vous allez faire avec votre main gauche en même temps et avec la main droite. Vous allez faire d'un côté un carré et avec l'autre main en même temps un triangle. Les deux simultanément. D'accord? Je vais vous laisser un petit peu. Les deux en même temps. Un carré d'un côté, un triangle de l'autre. Alors peut-être qu'il y en a qui répondent du premier coup, mais bon, c'est pas fréquent. Au début, on n'y arrive peut-être pas forcément. Si on s'entraîne, on finit peut-être par y arriver. Ah, je vois qu'il y en a qui y arrivent. Mais il y en a qui abandonnent aussi. Ouais. On a des esprits disruptifs dans la salle. Bon, alors, merci. Je vous remercie de votre participation. Oui, donc, alors, effectivement, bien évidemment, l'agilité ne se résume pas à ça, la difficulté à être agile ne se résume pas à ça, mais bon, c'est un petit exercice qui est quand même assez révélateur sur cette difficulté qu'on peut avoir à apprendre les choses quand elles sont nouvelles. Si vous faisiez ça plusieurs fois, vous entraînez, la prochaine fois qu'on revient, il y a des chances que vous avez fait ça à vos enfants, vous leur avez montré, ça leur a plu, vous êtes entraîné, c'est plus rigolo, vous allez être peut-être beaucoup plus doué tout de suite. Mais la première chose, quand arrive quelque chose qu'on ne connaît pas, on a l'habitude d'exécuter certaines choses, donc d'être synchronisé, par exemple, sur nos deux mains, de faire les mêmes choses à droite et à gauche. Peut-être qu'un batteur aurait beaucoup plus de facilité. Le fait est que voilà, ça illustre un petit peu cette difficulté qu'on peut avoir à faire les choses quand elles sont nouvelles. On a des programmes qui sont faits pour fonctionner un peu, comment dire, en mode habituel, et quand on sort de ces habitudes, c'est là que le bas commence à se baisser, qu'on commence à batailler, pardon. Juste, d'un autre côté aussi, ça veut dire que ça s'apprend. D'accord? Qu'à un moment donné, alors peut-être qu'il y en a qui ont abandonné aussi, on pourrait raisonner sur deux aspects. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce qu'il faut que je continue? Ou comment j'ai réagi par rapport à cet exercice? Est-ce que j'ai abandonné tout de suite? Est-ce que j'ai persévéré? Voilà. Et cet état d'esprit est aussi très intéressant et va amener des clés. Donc, va amener des clés sur la façon qu'on va peut-être avoir de, oh là là, mon problème, si on transpose du coup dans mon activité, qu'est-ce que j'en fais? Je le saisis à bras le corps, je m'en empare, je me bataille. Est-ce que tout de suite je me dis, c'est pas pour moi, ça m'agace, je ne veux même pas entendre parler de ce genre de problème. Donc là, on va commencer à arriver sur des choses qui sont presque un peu du domaine de la psychologie. Hein, comment on fait pour ne pas rester trop frustré longtemps, se mobiliser, garder son énergie. Donc on essaiera de voir un petit peu ça, comment ça se passe. Alors, ça peut avoir plein d'avantages d'être agile. C'est toi qui... Oui, voilà, oui, j'enchaîne sur les bénéfices. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut vouloir tirer de l'agilité? Il y a un aspect qui revient très souvent, c'est mieux vivre le changement. C'est-à-dire ne plus voir un changement externe contraint comme quelque chose de pénible et de difficile auquel il faut s'adapter. Il y a une nouvelle norme comptable où là, je ne sais pas, par exemple, vous formez vos salariés ou s'il y a un nouveau ministre du tourisme, d'accord, il va y avoir des nouvelles normes, des nouveaux changements qui vont arriver. Donc, il faut tout refaire, un jeu de comptable, machin, etc. Et donc, ça génère une fatigue en fait, changer, d'accord, génère une fatigue. Avec l'agilité, un des éléments clés
qu'on arrive à construire, justement en changeant d'état d'esprit, c'est de voir le changement comme quelque chose d'assez normal, d'assez naturel, de quotidien, voire d'excitant. D'accord? La nouveauté. On voit dans le changement à chaque fois une nouvelle opportunité. Voilà. Alors, bon, du mieux pour vos clients, hein, je dirais dans des métiers d'accueil et de contact hein, dans lesquels vous êtes, l'agilité permet de réfléchir à son client, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il vient, quelle est la valeur, qu'est-ce que je lui apporte, est-ce que je suis pas en train de proposer des choses à mes clients qui ne sont pas vraiment ce qu'ils veulent, quoi. En fait, est-ce qu'ils ne viennent pas par hasard me voir? Voilà. Et donc, il y a des éléments dans l'agilité, on verra qu'il y a 4 valeurs, il y a aussi 12 principes, mais il y a une valeur de se focaliser sur la valeur. Comprendre ce que veut vraiment le client. Alors, quel est le meilleur moyen peut-être de comprendre ce que veut un client, ou ce que veut un touriste qui vient visiter? Je sais pas comment vous faites, qu'est-ce qu'il y a dans votre méthode pour en savoir? Le dialogue, parler aux gens. D'accord? Alors on peut faire des applications avec des sondages sur internet, des trucs comme ça, mais non, d'accord, on va les voir, on leur parle, on leur dit qu'est-ce qui se passe, vous avez l'air un peu triste à la fin de la journée, là j'ai pas vu Mickey. Donc c'est pas la bonne région. D'accord? Ok, on va aller au contact, on va demander, et on va parler, on va échanger aussi. Hein, quel est l'état d'esprit on va pouvoir donc créer de la nouvelle valeur. Il y a aussi la notion d'expérimentation en agilité. C'est à un certain moment d'essayer des choses. Ça va marcher ou pas? Je sais pas, on réfléchit un peu, d'accord, mais ensuite on avance, on propose des nouvelles choses. Il y a des clients qui aiment, on voit est-ce que ça vaut le coup de continuer à proposer ça, ou alors bon, oui, il y a un engouement énorme, quelle bonne surprise. Donc on va tester, on va créer des nouvelles valeurs pour les clients. Ce deuxième point, c'est à la base aussi de la compétitivité. D'accord, donc un client qui vient, qui trouve une valeur qu'on trouve nulle part ailleurs. On parlait tout à l'heure de David contre Goliath, des problématiques des régions, d'accord? Bon, voilà, quelle valeur on peut amener à nos clients. Et voilà, l'agilité de ça. Et il y a aussi, alors, on pourrait dire, on peut être plus performant, etc., mais au détriment de fatigue humaine, d'accord? User les équipes, créer des tensions. Dans l'agilité, il y a une notion de durabilité. Voilà, durabilité des humains. Donc vous pouvez trouver dans le monde des méthodes d'amélioration de la performance beaucoup de choses qui, mal employées, conduisent à de la casse humaine. Hein, voilà. Donc voilà, dans l'idée de l'agilité, dans les principes, il y en a un. Donc, on ne verra pas tous les principes, mais il y a des principes justement de durabilité, rythme de travail durable. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on travaille peu, qu'on travaille de façon durable. Ok, alors. Encore un petit peu. Alors voilà ce que peut-être notre vision d'agilité. Donc il y a ce que vous pouvez trouver dans des ouvrages, on n'est pas le seul à penser ça, hein, heureusement, dans la communauté. Mais vraiment l'agilité, c'est donc pas un modèle de référence, c'est pas un outil en tant que tel, c'est pas juste des méthodes, c'est pas une loi, et c'est pas une fin en soi. D'accord? L'agilité, c'est un outil, en l'occurrence, par opposition à la fin en soi. Être agile pour faire quoi? On s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que ça se passe mieux avec nos clients, qu'on soit plus compétitif, qu'on fasse des projets qui se vendent bien, des produits qui soient intéressants, qui apportent de la valeur ajoutée. Voilà. Donc, le moyen qu'on utilise peut être l'agilité. Alors, sachant que ce qu'indique cette première partie, c'est que la simple application d'une méthode n'apportera pas de valeur ajoutée. Alors, il y a des gens qui vendent l'agilité comme une méthode. On achète le bouquin, on fait étape 1, étape 2, étape 3. Bon, alors, le jour où on arrivera à faire une méthode qui est en train de dire qu'on va s'adapter à quelque chose d'unique, qui est la personne qu'on a en face de nous, bon, moi déjà, je me dis, ils n'ont pas tout compris, ceux qui vendent ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, on achète le pire, c'est parce que ça rassure, d'accord? On a l'impression qu'avec une méthode, on va la dérouler. Mais malheureusement, c'est pas si simple que ça. Alors voilà plutôt ce que c'est. Finalement, c'est plutôt une notion de culture avec des grands principes. Donc on a quand même des points de repère. On a des choses, on sait, on les verra là, qu'est-ce qui marche mieux et qu'est-ce qui marche moins bien. Ça peut nous donner comme une boussole. Alors c'est bien sûr ce que disait François, axé sur la satisfaction client, et c'est un chemin, c'est pas une destination, d'accord? Ça nous aide, c'est comme des bonnes chaussures de rando. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va choisir la destination. La destination, elle est à choisir en fonction de ce que vous faites comme activité. C'est vous qui choisissez où vous voulez aller. Et l'agilité peut peut-être vous y aider.
Et puis un mouvement continu, pourquoi? Aussi on peut dire, alors on entend des entreprises dire ça y est, on est agile, comme s'ils avaient planté un drapeau, ils étaient arrivés sur la Lune, ils l'ont planté. C'est pas très logique non plus, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas dire, ça y est, c'est terminé, ça y est, je suis agile, j'ai plus jamais à m'adapter. Non, non, vous aurez forcément encore à vous adapter. Ce qui change maintenant changera aussi demain. Donc c'est là où c'est plutôt un mouvement continu, c'est pour ça qu'on parle d'état d'esprit. Comment je fais pour rester dans cette agilité, en l'occurrence, qui permet d'avancer un peu. Alors, peut-être aussi ce que l'agilité n'est pas. Pardon, c'est moi qui te fais des. Voilà. Si on est à deux sur la télécommande, on n'est pas très agile. Si on est agile et collaboratif, il y a juste les petits erreurs, quelques imperfections qu'on améliore continuellement. Alors, ce que l'agilité n'est pas, alors il y a effectivement pas mal de fausses idées sur l'agilité. Il y en a qui, par exemple, si je prends l'adjectif agile, on tombe dans le dictionnaire, c'est se mouvoir rapidement, prestement. Bon, non, on n'est pas des chimpanzés. Voilà, l'agilité ne consiste pas à se déplacer rapidement et fluidement un peu partout. Et l'agilité n'est pas de travailler dans l'urgence. J'allais dire presque le contraire. L'agilité dans le travail, c'est pas d'essayer de travailler vite. En fait, c'est obtenir des résultats rapidement. Et pour obtenir des résultats rapidement, peut-être que parfois il faut travailler lentement. Ça va, il y en a qui sont perturbés par cette phrase. Des fois, pour aller à de bons résultats, il vaut mieux prendre son temps. Non, ça choque personne. En fait, on tombe parfois, enfin l'agilité rejoint parfois le bon sens, faire le travail bien une fois pour ne pas avoir à revenir dessus. Et alors malheureusement aujourd'hui dans les entreprises on trouve très souvent le contraire. Faire le travail vite comme ça, bâclé, et puis une semaine après qui en rappelle. Voilà, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes hôtelier, il faut faire les chambres vite, non, puis le client vient, puis il demande à ce qu'on change quelque chose, et puis d'accord, et on y passe 3 fois plus de temps que le temps qu'il aurait été nécessaire pour vérifier et finaliser un travail fait. Donc voilà, il y a cette notion de ne pas travailler dans l'urgence. Faire attention aussi, alors dans l'agilité, on se met en capacité de pouvoir s'adapter souvent. C'est-à-dire qu'on crée, par exemple, au lieu de créer des procédures compliquées dans l'entreprise, on crée des règles simples et des principes simples. Et on laisse le jugement s'occuper des cas détaillés. Donc ça permet de changer les choses. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on peut changer tous les jours l'organisation d'une équipe ou la façon dont on fait une tournée d'inspection, ou que c'est pas parce qu'on peut changer souvent la carte du restaurant qu'il va falloir le faire. Voilà. Donc l'idée n'est pas de changer la vie tous les jours, mais quand il y a un besoin, quand il y a une nécessité externe de pouvoir changer la vie. Il va y avoir une différence importante pour un dirigeant entre la stratégie que j'ai, qui doit rester stable un minimum de temps, et le contexte environnement dont je ne maîtrise pas les durées de stabilité. Le contexte environnemental, vous ne maîtrisez pas. Ce que vous maîtrisez, c'est vous, ce que vous avez envie de faire à votre vision. Donc voilà, l'idée n'est pas de changer la vie tous les jours. Oui, c'est un peu ce constat d'une forme d'agitation qui pourrait être associée à l'agilité, qui change la vie tous les jours de direction. Si on change la direction du bateau de tous les jours, il y a des chances que la destination ait du mal à la rejoindre. Donc c'est vraiment cette idée-là de dire comment on fait pour s'adapter aux conditions météo pour aller toujours peut-être dans le même trajet. Alors, ou pas, on ne va pas être complètement obtus si la destination n'est plus intéressante, on changera, mais pas juste pour le faire. Et le dernier point, c'est l'improvisation. Alors en fait, là, l'agilité amène à réfléchir sur qu'est-ce qui est préparé, qu'est-ce qui est conçu, qu'est-ce qui est planifié, et qu'est-ce qui est laissé à l'adaptation et à l'improvisation. Voilà, dans l'agilité, il y a une certaine part d'improvisation. Alors, trop d'improvisation, ça fait des choses un peu désordonnées. Pas assez d'improvisation, ça fait des choses qui ne pourront pas s'adapter. Ça va? Est-ce que, du coup, il y en a qui voient un peu, ou quelqu'un qui voudrait donner un tout petit exemple de ce que je viens de dire sur l'improvisation? Alors moi, sinon, je vais compléter juste, François. Il y avait aussi un peu cette idée que dans l'agilité, alors on parle beaucoup avec l'agilité de notion d'autonomie des équipes, donc les gens sont auto-organisés, ce genre de choses, on verra un petit peu ce que ça veut dire après, et du coup on entend, alors les jeunes font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Non, ça aussi c'est un leurre, dans ces équipes-là, c'est un peu comme dans le jazz, en fait. Les gens ne font pas juste ce qu'ils veulent, ils travaillent vraiment pour arriver à composer quelque chose, etc. Donc il y a une idée, une finalité, et puis au milieu de degrés de liberté pour arriver à ce que ce soit joli. Mais ils ont un objectif
D'accord, ils ne décident pas de partir et en plein milieu d'abandonner leurs camarades parce que non, il y a un concert, il y a un concert. Donc, on va aller voir du côté de ces valeurs. Alors, comment on peut faire pour devenir plus agile, François Dubout? Alors, on va rentrer dans comment l'agilité s'explique. Parce que c'est pas des méthodes, c'est pas des procédures, donc c'est pas des livres de procédures de 400 pages. En fait, l'agilité, si je regarde la documentation du manifeste agile, c'est une page recto verso. Voilà. Alors, il y a une page, il y a un côté avec 4 valeurs et un côté avec 12 principes. On va juste parler des valeurs, parce que l'idée là n'est pas rentrer dans l'exhaustivité, mais de proposer, ou en tout cas d'essayer de comprendre ce qu'amène ce manifeste agile. Alors, la première valeur, alors qu'on pourrait voir comme, je sais pas, on pourrait imaginer que ce sont des méthodes de résolution de problèmes. Tiens, j'ai un problème, qu'est-ce que je peux essayer de faire pour le résoudre? Est-ce que je mets en place un nouvel outil numérique? Est-ce que je mets en place des nouvelles procédures? Est-ce que je modifie une procédure? Ou est-ce que je me dis, non, ce problème, peut-être qu'on va en parler. On va utiliser les compétences, le savoir-faire des personnes, on va utiliser la force de l'équipe et on va augmenter les interactions entre les personnes. Voilà. Bon, donc la photo que vous voyez, là, ce sont des Davarolas, ce sont des personnes en Inde qui livrent des millions de repas et qui ont un taux d'erreur extrêmement faible. En gros, ils ont des taux d'erreur inférieurs aux meilleures usines de semi-conducteurs du monde. D'accord? Pour autant, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de processus, ils n'ont pas d'outils informatiques. Mais ils livrent 7 millions de repas par an, voilà, 16 millions de repas par an, avec il y a moins de 6 erreurs, je crois, par an, avec des processus très simples, des choses visuelles et surtout énormément de communication, et ils s'adaptent à tout. Quand il y a une rue qui est barrée, quand il y a des travaux, quand quelqu'un a changé de chantier, d'accord, quand c'est le route sur le savoir, et il réussit. Quand c'est la mousson, il y a une inondation, ils ne peuvent plus passer, etc. Donc c'est un système qui est très adaptable aux difficultés du climat, de l'environnement, effectivement. Et donc, en fait, cette valeur vient juste constater que les humains ont une capacité d'adaptation largement supérieure à n'importe quel processus et outil informatique. Prenez l'outil qui gagne tous les humains au jeu de Go, changez les règles du jeu de Go, dites qu'Europe, on change de joueur de temps en temps, la machine va mettre beaucoup de temps à s'adapter alors que des humains pourraient peut-être se adapter plus facilement. Peut-être un exemple plus précis dans le monde du tourisme. Oui, alors, pour ramener sur cette notion d'interaction, quand on avait discuté avec M. Hertz, lui il disait, c'est souvent quand en fait, on essaye de vendre des outils justement pour améliorer la communication dans les équipes, il disait, mais je ne comprends pas, j'en ai pas besoin en fait. Quand il y a un problème à un moment donné ou qu'il y a une demande, l'équipe est tellement, on écoute, attentive, elle se connaît, elle se fait confiance, résultat, les gens viennent dans mon bureau, j'ai l'info plus rapidement par mon équipe, par n'importe quel stock d'outils, ça vient même avant que le client lui-même ait pu venir me faire la demande. Donc ça c'est vraiment pour illustrer que quand on arrive à ce niveau de performance dans les équipes, où les gens se connaissent, etc., on a un gain qui est beaucoup plus important que l'adaptation à une procédure. Puisque ce qu'on voyait tout à l'heure dans le cas de la situation chez l'industriel automobile, c'est que cette situation, on ne peut pas l'écrire dans un manuel. S'il faut écrire toutes ces situations-là dans un manuel ou dans une procédure, c'est juste pas possible. Donc à un moment donné, il va falloir faire confiance aux personnes. Donc il va falloir qu'elles se connaissent, qu'elles discutent entre eux. Là, c'est pas des gens qui viennent comme ça. Alors, ils se forment entre eux, il y a du parrainage, c'est complexe comme processus pour arriver. On n'est pas du jour au lendemain un bon Davarola. Mais n'empêche qu'ils ont ce système, c'est prévu autant de se répliquer, de se former entre eux pour que ça arrive et que ça produise le meilleur des résultats bien plus rapidement et bien plus souplement qu'avec n'importe quelle procédure écrite ou outil. Le deuxième peut-être. Alors, dans la suite des valeurs, il y en a une qui propose qu'il vaut mieux obtenir des petits résultats que je sais exploiter plutôt que la conception idéale. C'est-à-dire qu'en agile, alors du coup, il ne faut pas comprendre qu'on arrête de réfléchir et on essaie de trouver on n'est pas des fourmis, on ne va pas essayer de plonger dans l'eau pour voir si on se noie ou pas. Par contre, on va réfléchir un peu, on va dire ok, on ne va pas étudier plus, ça a l'air sympa, ça ne génère pas de risque, allez on fait. Et on va voir ce que ça donne. On agit. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans le faire, et alors si on est dans le faire collectif, d'accord, on va apprendre beaucoup plus vite. Il y a aussi un élément économique important, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 6 mois à concevoir un nouveau plat, un nouveau parcours ou un nouveau concept touristique, je vais l'essayer à une petite échelle. Voilà. Donc on est vraiment dans cette mentalité, et là l'avantage très important, c'est qu'on va tout de suite se confronter au terrain, à la réalité.
D'accord? Aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. D'accord? Voilà, donc dans l'agilité, on se dit ça. Voilà. La réalité, c'est qu'on n'est pas des êtres suprêmement intelligents qui pouvons prédire l'avenir, prédire ce que les gens vont penser. On va aller tester tout de suite. Alors, pour illustrer ça, effectivement, on avait interviewé Madame Raton de Loisirs-Loire-Vallée qui me racontait en fait comment ça s'était passé quand ils avaient fait leur sentier pieds nus. Et en première instance, ils avaient fait un parcours qui faisait 300 mètres, qui était gratuit. Et puis, il y a des gens qui sont venus, qui ont commencé à expérimenter le parcours. Et il y a des choses qui sont remontées qu'ils n'avaient pas du tout prévues, en fait. Il y a une personne du handicap qui est venue, qui a dit « mais c'est super, moi là j'ai trouvé peut-être un endroit pour ces personnes, pour qu'elles puissent venir ressentir des choses, etc. On fait venir des kinésiologues, des machins, etc. le reste du temps. Là, mais j'ai un super outil. » Puis du coup, dans la version 2, entre guillemets, de ces sentiers pieds nus, ils ont bien évidemment pris en compte ces retours de ces personnes. Maintenant, il fait 1 kilomètre, c'est un franc succès pour eux, ils en sont très contents, ça amène pas mal de monde. Et c'était quelque chose qui n'était pas envisageable au départ. N'importe quel esprit même brillant n'aurait peut-être pas eu cette idée ou cette possibilité d'étudier, de se dire en m'adaptant là, je suis capable de faire mieux. Première itération, j'ai fait quelque chose, j'ai essayé, j'ai capitalisé les retours, et avec ces retours, je peux faire encore mieux. Donc c'est cette notion un peu d'essai-erreur. Voilà, la troisième valeur, elle parle de collaboration plutôt que de contrat. Alors dans l'agilité, il y a quand même certains aspects un peu durs. On dit juste dans l'agilité, un contrat, c'est juste un moyen de protection parce qu'on n'a pas confiance. Bon, alors on ne va pas arrêter de faire des contrats non plus. À un moment donné, on a besoin de pouvoir engager nous des choses et que le client, s'il a réservé une chambre, on a besoin d'avoir quelques certitudes. Bon, ceci dit, on va essayer de mettre le contrat là où il y a son intérêt, voilà, là où il est intéressant. Et on va se dire aussi, quand il y a un problème entre moi et l'autre, ça peut être un partenaire, ça peut être un client, ça peut être un collègue, on va dire ok, on va résoudre le problème d'abord. Peut-être qu'il y a des clients qui attendent à l'entrée, il y a une machine qui ne marche pas, une machine pour poinçonner les billets qui ne marche pas, il y a des clients qui attendent, est-ce qu'on passe le temps à se disputer pour savoir qui a oublié d'appeler l'opérateur de maintenance, ou est-ce qu'on va aller voir les clients à deux et on va poinçonner à la main les billets? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce que vous faites ce que vous voulez. L'agilité vous dit, écoutez, collaborez, et puis si vous avez des contrats, si vous voulez appliquer des clauses pénales, vous voyez ça après, mais pensez d'abord à vos utilisateurs, avec vos clients. Et voilà, les contrats aident rarement à résoudre les problèmes. Ça cherche à savoir qui doit être puni ou qui doit réparer les dégâts, mais sont rarement des outils qui aident à bien s'entendre et à réfléchir sereinement pour savoir quelles sont les solutions qu'on a sous la main pour résoudre les problèmes. Oui, alors en exemple, j'avais, par exemple, c'était Madame Broco, c'est les châteaux de la Roselle, qui me disait, en fait, des fois, il arrive qu'il y a des clients qui viennent chez nous, et puis à un moment donné, c'est formidable comme quoi, j'aurais envie peut-être d'achat immobilier, ce genre de choses. Bon, pareil, elle pourrait se dire, c'est pas de mon ressort ces choses-là, et elle peut aller jusqu'à les mettre en relation avec des notaires qu'elle connaît, etc., d'aller faire quelque chose qui, a priori, peut-être pas dans ses attributions premières, mais qui consiste à dépasser je vous conseille une table, je vous conseille, je vais même jusqu'à vous aider à trouver la bonne personne pour que vous puissiez vous établir chez nous éventuellement. Donc ça, c'est un exemple où on va peut-être justement sortir de son contrat, de ce qui est officiellement dans ses prérogatives, et regarder qu'est-ce qui amène vraiment de la valeur pour son client, pour qu'il ait envie de revenir, pour qu'il puisse être heureux de ça. Alors, ça peut être en interne, bien sûr, ça peut être en externe. On discutait avec M. Arion sur, justement, peut-être un prochain point, on en parlera plus à la table ronde, je pense, sur comment justement on peut faire demain, entre petits acteurs, pour réussir le pari collectif de la collaboration plutôt que de la compétition. Donc il y a vraiment un enjeu là. Est-ce qu'il faut tout écrire? Est-ce qu'on va pouvoir tout écrire? Non. Il y a des chances que non. Si on part de ce point de vue-là, et qu'on soit 10 acteurs ou 20 acteurs locaux à travailler pour essayer de densifier une offre, des choses comme ça, je ne suis pas sûr, moi, qu'on puisse vraiment tout écrire, tout mettre en document et en contrat. Donc comment on va réussir à collaborer? Donc il y a peut-être vraiment un enjeu là-dessus qui rejoint finalement cette dynamique-là. Il bien le petit oiseau là, c'est pas le contrat qui le protège, d'accord? Après une fois qu'il est croqué, le contrat, bon, ça serait pour ses descendants, donc c'est pas ça qui est vraiment important. Le contrat il ne règle pas les problèmes, l'oiseau serait mort quand même, il aide après pour les indemnisations. Oui, je pense que les descendants de l'oiseau n'iraient plus aider les crocodiles à se nettoyer les dents. Donc les crocodiles finiraient par disparaître à cause d'infections nucléaires.
Une autre, non? Et la dernière part, vous voyez, la l'agilité, c'est assez simple. Hein. Bon, il faut juste 10 ans par valeur hein, pour y arriver. Mais c'est assez simple. Alors, le dernier, bah, c'est l'adaptation au changement plutôt que le suivi du plan. Alors, ça veut dire qu'on va faire des plans, mais on ne va pas forcément forcer tous les détails, analyser tous les risques. On va analyser les risques qui sont intéressants et ceux qu'on a appris à analyser. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut se poser la question, tiens, est-ce que je ne vais pas analyser trop de risques? Oui, vous avez un commentaire sur la... C'est un de vos employés qui a fait... Non? D'accord. Donc je disais, voilà, on va avoir un plan, et on va s'économiser sur ce plan. C'est-à-dire on ne va pas forcément tout prévoir. Et puis en cas de problème, on va changer, on ne va pas hésiter à changer. En fait, la condition, est-ce qu'on doit changer par rapport au plan qu'on a? Ben, oui, si le changement crée plus de valeur que le plan, je ne vois pas pourquoi on ne changerait pas. Bon, il y a beaucoup de projets dans lesquels on se lance et où la personne qui porte le projet résiste à tous les changements. On dit non, c'est pas ce qui est prévu, c'est pas ce qui est prévu, c'est pas ce qui est prévu. En agilité, on change, on accueille le changement, on dit écoute, voilà, bon, peut-être une bonne idée, analysons. Est-ce que ça va créer plus de valeur? Et il y a aussi un deuxième élément qu'on a sur cette illustration, c'est la valeur. Quelle est la valeur qui est produite par la personne qui trace cette ligne blanche? Est-ce que la valeur qu'elle produit, c'est de tracer une ligne blanche au bord de la route? Eh oui, a priori non. Alors du coup, je fais la réponse. Effectivement, donc là, on est dans quelque chose où peut-être que quelqu'un, justement, s'est posé la question de dire on m'a dit de tracer une ligne blanche, je la trace. Est-ce qu'il fait de la sécurité routière? Est-ce que pour lui, il essaye de sauver des vies là au moment où il fait son tracé et qu'il ne descend pas de son camion pour pousser la branche? Je ne suis pas sûr. Donc encore, voilà, il y a la notion de valeur et aussi de sens, hein, en fait, qui rejoint. Alors, quand on discutait d'ailleurs avec M. Orion et M. Minot aussi, il y avait cet aspect où, de toute manière, dans le travail, on prend à un moment donné des risques, on fait des essais. Donc, je me rappelle que vous me disiez, dans toutes les aventures, la fête de la soupe, etc., c'est des choses qui sont nées de manière justement un peu itérative. Vous avez essayé des choses, il y a des choses qui ont moins bien marché, des choses qui ont mieux marché. Si on prend, chez vous, vous disiez aussi, finalement, qu'il y avait vraiment des risques. Enfin, qu'en fait, on était obligé de prendre des risques tout le temps, il y en avait qui payaient, il y en avait qui ne payaient pas, et qu'il y avait cette notion aussi, à un moment donné, qu'il fallait être capable peut-être de renoncer aussi, ça veut dire. C'est-à-dire, là, ce n'est pas le cas potentiellement, il faut peut-être pousser la branche, mais à un moment donné, c'était être capable aussi de dire, bah, peut-être qu'on n'était pas fait pour ça. Donc, ce n'est pas du jusqu'au boutisme non plus, le changement, de s'adapter ou d'essayer de s'adapter à quelque chose qui est impossible à faire, mais être aussi capable